Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous inviter à la séance de clôture du premier sommet sur l'autonomisation juridique en Afrique de l'Ouest. Je m'appelle Aimé Anguezo, je travaille pour le réseau d'autonomisation juridique convoqué par la MATI. Je suis basée à Nairobi au Kenya. Avant de poursuivre, je voudrais attirer votre attention sur une importante question d'intendance. Nous avons le plaisir de vous proposer une interprétation simultanée en anglais et en français. Pour écouter la réunion interprétée en anglais ou en français, si vous utilisez un ordinateur, veuillez cliquer sur le bouton Interprétation en bas à droite de votre écran Zoom. Vous verrez une icône représentant un globe terrestre et sélectionnez votre langue. Tout le monde doit choisir une langue. Si vous vous inscrivez par le smartphone Zoom ou l'application tablette, veuillez consulter les instructions complémentaires dans le chat. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la séance de clôture du sommet inaugural sur l'autonomisation juridique en Afrique de l'Ouest. Nous sommes ravis de vous offrir aujourd'hui le service d'interprétation simultanée en anglais et en français. Pour écouter la réunion interprétée en anglais ou en français, si vous utilisez un ordinateur, veuillez cliquer sur le bouton Interprétation qui se trouve en bas vers la droite de votre écran Zoom. Vous verrez l'icône du globe et sélectionnez votre langue. Tout le monde doit choisir une langue. Si vous nous rejoignez par l'application Zoom pour smartphone ou pour tablette, veuillez voir les instructions spécifiques pour cela dans la boîte de bavardage, autrement dit dans le chat. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont été avec nous depuis le premier jour du sommet jusqu'à aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que ce sommet n'a pas seulement été fantastique, mais qu'il a été enrichissant, qu'il a ouvert les yeux et très franchement qu'il a été une source d'inspiration. Nous avons suivi de près les discussions des différents jours du sommet. Vos commentaires et vos questions illustrent le fait que cette conversation a été opportune et très nécessaire. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Vous êtes en grande compagnie. Il y a un dicton Hausa qui dit « Nous sommes des morceaux de ballet, liés par une seule ficelle ». En écoutant les débats de cette semaine, il est clair qu'en tant que praticiens d'autonomisation juridique, nous travaillons dans des pays, des milieux et des contextes différents. Mais nous avons un objectif ultime, la justice. C'est cette ficelle qui nous tient ensemble. Et nous avons fixé des objectifs ambitieux pour ce sommet. Et je suis heureuse de le constater. Nous les avons atteints. Le sommet nous a permis de partager nos expériences, nos meilleures pratiques et nos défis. Au cours de nos conversations, nous avons identifié les priorités politiques, examiné des solutions innovantes et réfléchi à la manière de poursuivre notre travail. Je vais maintenant vous présenter un résumé de haut niveau de ce qui a été discuté. Lundi, nous allons examiner comment les praticiens s'engagent efficacement auprès du gouvernement. Cela s'est fait par le biais de partenariats stratégiques. Pendant la fermeture de COVID-19, l'aide juridique n'était pas considérée comme un service essentiel au Nigeria. C'est pourquoi des OSC comme Isavali se sont associés au groupe de travail gouvernemental de COVID-19 pour pouvoir effectuer une partie de leur travail. Reconnaissance des parajuristes, le Conseil d'aide juridique du Nigeria a intégré les parajuristes dans son système et il enregistre les OSC qui fournissent une aide juridique. Le Conseil d'aide juridique soutient la formation des parajuristes par les OSC et fournit une lettre de présentation avec une liste des parajuristes formés dans des domaines cibles à des fins de légitimité. Au Burkina Faso, des centres d'aide d'accès à la justice ont été créés dans des communautés isolées, gérées par des acteurs de la justice informelle qui fournissent une aide juridique. Le gouvernement assure également la formation des parajuristes et a mis en place un programme d'aide juridique. L'utilisation de la plateforme de gouvernement ouvert est un moyen de faciliter la collaboration entre les OSC et le gouvernement. Les gouvernements
n'ont pas assez de ressources pour être présents partout. Le gouvernement devrait également collaborer avec les OSC pour mener des recherches sur les besoins en matière d'accès à la justice qui peuvent mieux guider le gouvernement. Mardi, le panel a discuté de l'habilitation juridique dans le contexte de la COVID-19 et de la manière dont les organisations s'adaptent, y compris l'utilisation de la technologie. Le COVID-19 a posé des défis importants aux praticiens de l'autonomisation juridique en augmentant le besoin de soutien juridique de leurs clients, tout en limitant leurs opérations quotidiennes, en réduisant le financement essentiel et en diminuant la capacité ou la réactivité des acteurs gouvernementaux. La technologie peut servir d'outil essentiel pour s'adapter aux défis de mobilité et de communication liés à la COVID et les surmonter afin de répondre aux besoins des clients. Mais les solutions technologiques sont difficiles à mettre en œuvre dans la pratique lorsque de nombreux clients n'ont pas de téléphone portable, d'Internet ou d'électricité et manquent souvent d'expérience dans l'utilisation des dispositifs ou des plateformes. Malgré ces obstacles, les organisations et les communautés ont développé des moyens créatifs de fournir une aide juridique dans un contexte COVID, y compris par le biais de la technologie. Il s'agit par exemple de mettre en place des lignes d'assistance téléphonique gratuites, d'organiser les personnes possédant un téléphone portable de manière à ce qu'elles puissent transmettre des messages et recueillir les commentaires des autres, de créer des réseaux locaux d'assistants juridiques, de former de nouveaux assistants juridiques via Zoom, de mener des enquêtes téléphoniques et de créer des groupes WhatsApp pour recueillir les préoccupations et les commentaires de la communauté. Mercredi, nous nous sommes penchés sur le financement de l'autonomisation juridique. Alors ça, c'était un sujet chaud. Le financement des donateurs est limité dans le temps, basé sur des projets et les priorités stratégiques changent. Les donateurs eux-mêmes le reconnaissent et encouragent les bénéficiaires à passer d'un modèle de financement par les donateurs à un modèle de durabilité. Le financement du gouvernement est assuré et contribue à soutenir le travail d'autonomisation juridique, parajuridique et communautaire. Toutefois, les modèles de financement doivent reposer sur la participation de plusieurs parties prenantes et non sur celle des donateurs et du gouvernement seul. Les innovations en matière de modèles de financement sont en hausse en Afrique de l'Ouest et l'on s'intéresse à la manière dont certains des exemples existants et réussis peuvent être enseignés à d'autres organisations et adaptés par elles pour assurer leur durabilité. Jeudi, nous avons partagé les bonnes pratiques en matière d'habilitation juridique dans le monde entier. Nous avons vu qu'il y avait des stratégies et des outils organisationnels sont clairement ciblés pour répondre aux besoins spécifiques des populations qu'elles servent. Mais il est également évident qu'ils utilisent tous des éléments quelque peu similaires de l'autonomisation juridique pour promouvoir la sensibilisation, l'éducation et soutenir les initiatives de plaidoyer visant à placer les communautés au centre de la résolution de leurs propres défis uniques en matière de justice et de développement. Compte tenu de la forte demande d'autonomisation juridique, le fait d'élever le contentieux stratégique au niveau national et de procéder à des réformes du système judiciaire peut avoir un impact notable pour amener les gouvernements à écouter les problèmes systématiques et à les traiter par les suites. La connaissance du droit est essentielle à l'habilitation juridique, mais il ne s'agit pas seulement de connaître la loi et de l'utiliser pour résoudre des problèmes quotidiens. Il s'agit aussi d'être capable de voir les violations qui ont eu lieu et d'avoir ensuite la capacité de faire respecter l'état de droit, de tenir vos concitoyens responsables et de plaider pour un changement systémique. Il est fondamentalement important que les parajuristes et les organisations d'autonomisation juridique communautaire qu'ils s'efforcent d'adapter leur modèle afin qu'ils répondent aux besoins spécifiques de leur communauté et des contextes locaux. L'innovation est essentielle à cet égard et on ne saurait sous-estimer l'importance de développer des modèles qui permettent aux plus marginalisés d'agir et de se faire entendre. Il s'agit maintenant de passer des paroles aux actes. Quels engagements pouvons-nous prendre pour garantir la justice dans la région? Quelles sont les principales priorités en matière de justice? Pour commencer, j'invite son Excellence, Monsieur Moussa Evdine, ministre de la Justice et procureur général du Libéria. Vous avez la parole, monsieur. From my end, good afternoon. Can you hear me? Bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Hello? Oui? Oui, on peut vous entendre, monsieur. Allez-y. Merci.
honorables ministres de justice et ministres de la République du Sénégal, nos partenaires distingués du Centre Carter, coalition nationale des leaders communautaires de l'autonomisation juridique NAMATI, Open Society Initiative pour l'Afrique de l'Ouest, OSIVA, l'initiative du gouvernement ouvert, Lisa Wali Empowerment Partnership, l'initiative d'autonomisation juridique, les Pathfinders pour une société pacifique, inclusive, et toutes et les autres organisations civiles qui sont représentées ici. Mesdames et messieurs, peut-être que vous n'êtes pas conscient du fait que le Libéria était le premier pays en Afrique de l'Ouest qui se sont servis de la plateforme du gouvernement ouvert pour faire avancer son plan d'action en 2015. Depuis 2015, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied avec les partenaires et les membres de nos communautés pour assurer le succès de ce plan d'action. Nous pouvons dire qu'on a fait des progrès significatifs pour fournir accès à la justice à travers la plateforme du gouvernement ouvert. Et nous sommes le seul de 3 pays dans la région ou un des 3 pays dans la région qui a vraiment fait cette entreprise pour changer la politique de justice. Nous travaillons ensemble avec les citoyens et les organisations civiles pour faire progresser les réformes centrées et axées sur les citoyens. Nous essayons d'améliorer l'accès à la justice pour tous. Néanmoins, nous sommes conscients que nous pouvons seulement être couronnés de réussite lorsque nous sommes informés par les expériences d'individus qui ont accès à la justice, au système judiciaire. Nous croyons que il faut le faire en partenariat avec les citoyens, avec la société civile et les autres secteurs de la société civile dans toute la région. Ici, au Libéria, le partenariat du gouvernement ouvert met un rôle essentiel pour s'assurer que pour aider les citoyens qui n'ont pas encore l'accès à la justice. Avec le partenariat du gouvernement ouvert, nous avons fait des réformes. Les gouvernements s'ouvrent et deviennent plus redevables et plus réactifs par rapport à leurs citoyens lorsqu'on suit leurs directives. Pour ce qui est du gouvernement ouvert, le Libéria développe un plan d'action et on la met ensemble avec les acteurs de la société civile pour rapprocher notre gouvernement des citoyens. Pour nous, la justice est un domaine très important pour avoir un gouvernement ouvert parce qu'on croit que les gens doivent être responsabilisés pour qu'ils puissent avoir un effet positif dans leur vie. Ils doivent avoir accès pas seulement aux lois, mais ils doivent aussi obtenir recours aux remèdes. Et nous croyons que la justice fait partie intégrale de maintenir un gouvernement ouvert pour les citoyens. Et cela est repris dans notre plan d'action. Il y a un engagement qui se concentre sur les citoyens pour qu'ils sachent, connaissent leurs droits et qu'ils aient l'aptitude et les compétences pour suivre le système judiciaire. Dans notre plan d'action, on est en train de faire quelques démarches et le ministre est très fier de vous dire que les accès aux mécanismes alternatifs de la résolution des conflits, les marques, ont été adoptés pour prospérité et développement. En effet,
il y a la durabilité, la sécurité et l'état du droit qui sont essentiels. Les ministres de justice et les partenaires ont écrit une politique et c'est un outil de sensibilisation. Là, on a le programme des marques pour améliorer l'accès à la justice pour tous. Pour les arriérés de la justice, pour les gens qui ont été détenus pendant très longtemps, pour ces gens-là, on va se servir des ADR ou des marques, des mécanismes alternatifs de résolution des conflits. C'est pour garantir l'accès abordable pour tous les citoyens. Le programme cherche également de réduire les dépenses gouvernementales concernant les salaires du service des prisons. Ce programme avait été clôturé en 2016 parce qu'il n'y avait pas assez de financement. Mais en 2019, le ministre de Justice a réouvert le programme et a établi un groupe de travail technique avec toutes les politiques prises en considération des départements du gouvernement du Libéria et tout cela est reflété dans notre politique. On a passé en révision le texte. On a fait une recherche concernant les ADR, les meilleures pratiques de la région pour informer ce programme ADR aux marques au Libéria. On a établi un comité interministériel de direction qui se réunit régulièrement pour les politiques, pour assurer la mise en œuvre réussie de ce programme. Et puis, on va embarquer sur la mission et on est maintenant en train de le faire pour engager la consultation des parties prenantes et la validation concernant la politique ADR dans toutes les régions du Libéria. Finalement, nous avons également inclus un programme ADR au ministère du Justice pour l'année budgétaire 2020. À la lumière de cela, nous encourageons les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et les membres du gouvernement ouvert de prendre en considération d'utiliser leur plan d'action pour promouvoir la justice pour tous leurs citoyens. Un grand merci. Oui. Merci. Merci pour ces remarques perspicaces et pour avoir encouragé les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont membres du PGO à réfléchir à la manière d'utiliser cette plateforme pour faire progresser les efforts en matière d'autonomisation juridique et d'accès à la justice dans les pays. J'invite maintenant son Excellence Marcel Herman, l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali. Les Pays-Bas sont un fervent défenseur de l'accès à la justice, tant au niveau mondial que régional. Bonjour. Bonjour. Excellence, Monsieur le ministre, partenaire, collègue. C'est mon plaisir de vous parler au nom des Pays-Bas devant ce panel si distingué. Je remercie la modératrice pour le résumé de ce qu'on a fait au cours des dernières journées. Il est clair que les discussions étaient enrichissantes et ont produit des leçons importantes ainsi que des recommandations importantes. Cela montre également l'expérience riche qui existe dans la région de l'Afrique de l'Ouest pour le développement. Il développe des solutions innovatrices pour satisfaire aux besoins des gens. Il est important maintenant de mettre tout cela à l'échelle et de continuer de traduire ces mots dans des actions sur le terrain. Les gouvernements du monde entier sont dans un mode de crise. Ils réagissent par rapport à la pandémie, aux impacts de la pandémie de la COVID-19.
Cela paralyse les institutions et cela va creuser encore plus profondément le fossé des inégalités et cela va engendrer de nouveaux conflits potentiels. Le besoin de la justice va être plus urgent au fur et à mesure que la pandémie se répand. Il y a 170 leaders de justice. Selon eux, le chômage, aussi la dette, vont creuser le fossé davantage comme résultat de cette pandémie pour beaucoup de gens de cette planète. Mondialement, nous avons cette malheureuse conclusion à tirer que les systèmes de justice que nous avons maintenant ne fournissent pas l'accès à la justice pour tous. C'était l'un des messages clés du rapport Justice pour tous qui a été présenté l'année dernière, même avant la pandémie. Et on avait estimé que 5,1 milliards de personnes n'avaient pas accès à la justice. Et nous avons fait une recherche avant la crise et on a vu que l'investissement des donateurs avait été réduit de plus de 40%. Dans les États fragiles, seulement 1,5% de l'assistance a été dépensée pour la justice. Et cette situation va être exacerbée si on ne fait pas l'accès de la justice une partie intégrale et très importante de notre riposte à la COVID-19. Cela devient plus important à cause de la place si importante de la justice pour aborder les greffes et aussi la pauvreté. Les développements récents au Mali, dans la région de Sahel, démontrent qu'il faut investir dans des solutions axées sur les citoyens. Au Mali, une frustration de plus en plus importante concernant la compétence des institutions officielles pour protéger et pour résoudre les citoyens et pour résoudre les différends de manière pacifique. Sont très importantes lorsqu'on voit le coup d'État qui s'est déroulé récemment. Il faut aussi accélérer le progrès pour les objectifs développementaux, les ODD. C'est la raison pour laquelle les pays considèrent l'accès à la justice une priorité clé dans notre engagement dans le monde entier et surtout dans la région du Sahel. En Afrique de l'Ouest et plus spécifiquement dans la région du Sahel, nous avons fait de l'accès à la justice la pierre angulaire pour aborder les causes clés de l'instabilité et pour renforcer un environnement propice pour le développement de la région. C'est encore plus important dans un contexte où il y a les conversations autour des conversations militaires par rapport à cette instabilité ont été dominantes, surtout par rapport aux autres solutions qui s'attaquent aux causes clés. Alors, on a abordé ceci avec nos partenaires de différentes voies à travers le dialogue politique avec les homologues nationaux qui ont fait de l'accès à la justice une clé et aussi pour investir dans des solutions citoyennes en développant des parajuristes et une justice de proximité, également pour avoir des mécanismes de résolution de conflits et pour faire ce système de justice travailler plus efficacement au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Nous avons pu atteindre plus de 300 000 personnes et plus de la moitié de femmes avec sensibilisation, conseil et référence l'année dernière, orientation. Et on les a aidés à pacifiquement résoudre les différends, mais cela n'est pas assez. Pour créer un changement durable, il faut collectivement reconnaître que l'investissement dans la justice pour tous est aussi important que d'investir dans le climat ou les autres objectifs de l'agenda 2030. Il faut mettre la justice au cœur des ODD et en le faisant, nous devons mettre les gens au centre, les personnes au centre du système judiciaire et aller de la justice pour seulement quelques-uns vers un système de la justice pour tous. Nous nous sommes rendus compte que les partenariats entre les gouvernements et les sociétés civiles et le secteur privé sont nécessaires pour que la justice devienne une partie clé de ce processus de réforme et aussi pour faciliter la croissance économique
Nous devons souhaiter la bienvenue aux plateformes comme celle de l'OGP, où les sociétés civiles et les gouvernements se retrouvent pour faire avancer de nouvelles initiatives. Cela rend de notre gouvernement un gouvernement ouvert et abordable à tout le monde. Il nous faut un dialogue avec les ministères, la société civile et les entrepreneurs de la région. Un dialogue, une conversation qui écoute les expériences des hommes, des femmes et des enfants qui essayent d'améliorer leur vie. Il nous faut des solutions efficaces qui soient développées, qui affectent la réalité de ces gens-là. Comme on a entendu cette semaine, il y a de bonnes pratiques qui existent déjà en Afrique de l'Ouest. Il faut construire là-dessus. Par exemple, les exemples qui a été partagé pour assurer un financement durable. Alors, il s'agit de la Convention sous la CEDEAO qui peut nous aider énormément à cet égard, ce cadre de la CEDEAO. Moi, j'étais ravie de voir des représentants éminents du gouvernement et de tous les autres partenaires autour de cette table ronde, parce que nous, autour de cet hémicycle, nous pouvons tous ensemble changer la donne. Je voudrais remercier les organisateurs de cet événement et je me réjouis déjà maintenant pour apprendre les étapes suivantes. Un grand merci, Monsieur l'ambassadeur, pour partager vos engagements pour la région de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest. Justice and transitional justice in order to bring about sustainable peace and development in ECOWAS member states. I now invite Mr. Isan Emmanuel Okoro-Dudu, Head of Democracy and Good Governance Political Affairs Directorate, ECOWAS Commission, to share commitments and justice priorities. Welcome, Mr. Isan. Thank you very much, Amy. I think that I would give a lot of Merci appreciation. beaucoup. Je veux remercier l'ambassadeur des Pays-Bas et ses contributions énormes qui nous ont inspiré à la CEDEAO de préparer ce document. Je vais vous donner un historique, à savoir ce qui a motivé la CEDEAO à préparer ce document. Je suis désolée, le son est terrible, dit l'interprète. Il y a nous essayons de travailler donc dans le contexte de l'état de droit et le mandat qui a été donné à la CEDEAO pour la bonne gouvernance. Je suis désolée, le micro n'est pas allumé pour l'intervenant. Et de créer l'opportunité. L'interprète dit que le son de l'intervenant est inaudible et nous lui demandons de faire un changement avec son microphone. Si tout le monde veuille bien patienter avec nous, nous naviguons donc ces problèmes techniques. No, I think, yes, you're back. Okay, thank you very much. Sorry. Sorry about it. That it is okay. Merci. Au sein de ce contexte, nous avons établi cette politique pour assurer l'accès à la justice. L'accès à la justice est une chose principale pour nos États membres. Et pour faire de cela une réalité. Je suis désolée, le son du monsieur est inaudible de nouveau. Et je suis désolée, le son est inaudible. Dans la restructuration du système de la justice,
Et dans ce contexte, nous essayons de se pencher sur la justice et de fournir la justice à tous nos citoyens. Dans ce contexte, nous avons pensé à l'autonomisation juridique dans le travail que nous faisons au sein de l'Union africaine. Au niveau du continent, il y a des documents de la politique qui sont en place depuis 10 ans. Et à la fin de la période, on a fini par finir ce document. Et nous avons donc un document de notre politique où nous nous penchons sur tous les défis auxquels on avait fait face auparavant, à savoir comment la justice touche à tout. Je suis désolée, je n'entends pas l'intervenant. Il nous faut développer des stratégies dans le secteur de la justice. Et dans ce contexte, on demande à l'intervenant d'essayer de parler plus fort parce qu'on ne l'entend pas du tout. Je suis désolée aux participants francophones. Nous allons essayer de régler ça de nouveau. Ça y est réglé. Au sein de ce contexte, nous avons des objectifs qu'il fallait atteindre, réaliser, à savoir ce que ce document devait adresser. Et on voulait savoir comment garantir une représentation juridique dans la région et comment donner l'accès à nos citoyens à la justice et à une aide judiciaire. Nous avons élargi nos partenariats avec des parties prenantes de l'externe. Nous avons trouvé, encore le son a baissé, je suis désolée. Nous voulons créer des opportunités pour avoir une assistance juridique améliorée. Nous avons vu aussi le besoin des parajuristes. Donc, ce document a créé des programmes pour que les États membres soutiennent les parajuristes. Nous avons aussi vu comment on pouvait faire que tous les tribunaux puissent fournir ces parajuristes. En ce qui concerne, je suis désolée, le son encore s'est baissé, désolée. Nous voulons que les États membres voient la possibilité de créer des opportunités pour voir où les systèmes de justice traditionnels peuvent se moderniser pour le bénéfice du peuple. Le système, donc, on s'est penché sur l'architecture des systèmes judiciaires. Les États membres doivent se pencher à savoir comment faire la transition de ces systèmes. Et avec cela, nous avons pensé que ce serait une bonne idée que les États membres de se pencher sur ce document et voir comment ils pourraient mettre en œuvre ces politiques dans leur pays. Ces modèles que nous mettons en place, nous avons parlé dans le sein du contexte de donner l'accès à la justice à tous les citoyens. Mais tout cela, il y a un coût à tout cela.
Je suis désolée, le son encore a disparu. Nous avons besoin aussi que le secteur de la justice regarde le contexte qui existe aujourd'hui pour faciliter la politique de l'accès à la justice. Cette conférence, donc, ces conférences que nous avons, nous sommes ravis de les avoir pour transformer donc l'accès à la justice et d'inclure les parajuristes. Nous espérons qu'à la fin de la conférence, nous aurons l'opportunité d'organiser d'autres plateformes pour voir comment on peut mieux faire marcher toutes ces démarches et de faire de sorte que les partenaires nous soutiennent, travaillent avec nous au sein du contexte de ce rapport. Nous voulons aussi inclure, bien sûr, l'état de droit et nous espérons que les partenaires qui travaillent avec nous vont nous aider à développer et renforcer les démarches nécessaires pour l'accès à la justice pour tous. Nous voulons plaidoyer aussi pour que les systèmes de justice peuvent se déplacer non seulement dans les zones urbaines, mais aussi déplacer dans les zones rurales. Nous voulons voir comment ils peuvent travailler avec nous, de mettre en place des documents de politique pour nous soutenir et voir comment on peut diffuser ces documents à nos États membres. On veut aussi avoir un consensus des ministres de la justice des pays membres. Nous parlons avec nos partenaires institutionnels déjà de travailler avec nous, de mettre en place des plateformes pour la CEDAO. Et ce processus a déjà été entamé pour que les ministres de la justice se réunissent et on va nommer un nouveau président de ce conseil des ministres de la justice. Et lorsqu'on aura cette plateforme en place, nous pensons que cette conférence pourra être actualisée parce que sur notre programme, nous voulons assurer que l'accès à la justice pour tous soit réalisé. Et je suis désolée, le son a disparu encore. Les éléments que nous plaidoyons, nous voulons aussi que les avocats jouent un rôle actif, mais il faudrait que tous les avocats travaillent avec les parajuristes pour que les citoyens aient un accès à la justice partout. Et puis finalement, il nous faut développer de façon urgente. Il nous faut avoir des procédures normalisées pour les parajuristes à travers la région. Bien sûr, au sein des défis du COVID-19, il faut avoir des règles pour la participation et nous allons avoir des discussions au niveau des parlements. Et nous allons voir comment on peut promouvoir et créer
Je suis désolée, le son est inaudible. Pour avoir accès à la réforme, je suis désolée, le son est inaudible. Nous espérons que le programme du secteur de la justice de la CEDEAO va pouvoir faire face aux défis. Et si nous nous penchons sur tous les problèmes et toutes les problématiques, à savoir dans le domaine de la politique de la justice, pour que tout le monde puisse comprendre les bonnes pratiques et bien les interpréter. Nous espérons trouver des partenaires qui vont nous soutenir, mais aussi dans la région. Spécifiquement, nous espérons pouvoir fournir de la justice à toutes les communautés, et ceci va nécessiter un élément de recherche pour voir comment on peut avoir des normes pour rédiger ces politiques suivant la justice traditionnelle que nous avons déjà en place. On a des pratiques conventionnelles dans les États membres. Il y a des mécanismes dans certains États qui sont plus traditionnels que d'autres. Alors, je pense que ça, c'est des problématiques que je voudrais soulever. Et bien sûr, dans le programme de la justice pour la CEDEAO. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Une chose, je suis ravie de voir que vous êtes ouvert à la collaboration des organisations de la société civile de la CEDEAO. J'espère que nous allons en reparler tout à l'heure. Malheureusement, une bonne partie de la présentation, il y avait des problèmes techniques. On ne pouvait pas vous entendre. Mais on va assurer aux participants que nous allons pouvoir partager l'enregistrement après le sommet. Le prochain intervenant est Paige Alexandra. Elle est la PDG du Carter Center depuis 12 ans. Le Center Carter s'occupe de la justice dans les communautés rurales. Nous sommes ravis de voir quels sont vos engagements et vos priorités. À vous la parole. Sorry, you're on mute. Good. No, I wasn't able to unmute. Well, it's 2020. I think most of us are on mute. Il est 2020. Je vous remercie de me donner l'occasion de prendre la parole ce matin et de partager les expériences du Centre Carter. Comme la plupart d'entre vous le savent, le Centre Carter est une organisation non gouvernementale fondée par l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, et qui se consacre à faire progresser la paix et la santé. Ce fut merveilleux pour moi de pouvoir reprendre ce travail après avoir travaillé aux Pays-Bas. J'ai travaillé avec beaucoup d'organisations qui sont ici présentes au sommet. Merci pour tout ce que vous faites. Je suis très heureuse de suivre ces discussions parce que les sujets vont de la collaboration entre les parajuristes et les gouvernements, les modèles de financement durable et les bonnes pratiques. Au Centre Carter, nous appuyons fermement les efforts visant à réunir les organisations d'autonomisation juridique de la région pour qu'elles échangent leurs expériences et partagent leurs bonnes pratiques dans le but ultime de créer un cadre propice et efficace pour que les parajuristes communautaires puissent s'épanouir dans les systèmes judiciaires d'Afrique de l'Ouest. En tant que praticien et dirigeant, vous savez que l'accès à la justice est un des principaux moteurs du développement et de la croissance inclusive. Une justice équitable est une condition nécessaire
nécessaires pour une paix durable. En outre, l'objectif 16 des ODD souligne l'engagement mondial en faveur de l'accès à la justice pour tous. En examinant comment donner un sens à l'ODD 16, nous savons que l'égalité d'accès à la justice est améliorée par l'insensibilité, la capacité à engager les systèmes et les soutiens nécessaires et un cadre juridique normatif positif qui garantit que toutes les personnes, même les plus vulnérables, ont une chance équitable d'être entendues. Dans cette optique, le programme État de droit du Centre Carter a travaillé au Libéria pour faire progresser la bonne gouvernance et la confiance afin de transformer des vies grâce à une plus grande responsabilité, à la transparence et à un accès inclusif à l'information et à la justice. Et nous avons fait cela en nous concentrant sur le contexte local, y compris l'importance de reconnaître le rôle des mécanismes de justice informels qui peuvent atteindre les communautés rurales et marginalisées parallèlement à celui des mécanismes formels. Le Centre Carter, comme vous le savez, a une longue histoire au Libéria. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de lundi, depuis 2006, le programme d'accès à la justice du Centre Carter a soutenu les services de justice communautaire d'éducation et l'éducation civique par le biais de l'engagement communautaire, du renforcement des institutions judiciaires locales et de la réforme des politiques juridiques au niveau national. Nous travaillons également à accroître la compréhension, l'utilisation et la confiance dans le système de justice pénale officiel du Libéria. Nous avons été honorés de faire ce travail en étroite collaboration avec les organisations locales et la société civile et le gouvernement du Libéria, y compris mon collègue Moussadine, ministre de la Justice et procureur général du Libéria. Le Centre Carter estime qu'il est nécessaire de soutenir les systèmes de justice formels et informels afin de garantir un accès significatif à la justice pour tous. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur les besoins des communautés rurales, y compris les femmes et les jeunes, souvent oubliés, tout en nous concentrant sur les progrès durables réalisés à la réforme des politiques au niveau national. Cette approche d'autonomisation juridique représente un moyen complet de la base au sommet pour rendre une justice équitable, accessible et rentable. Grâce à de grands partenariats, en particulier la Commission catholique pour la justice et la paix, nos conseillers en justice communautaire ont fourni des services juridiques gratuits à la population de tout le Libéria en traitant plus de 15 000 cas. Grâce à des activités de sensibilisation, nous avons atteint des dizaines de milliers de personnes pour leur faire mieux comprendre leurs droits et la manière d'accéder plus facilement à la justice. En outre, nous avons contribué à renforcer les capacités de plus de 5 000 chefs traditionnels, femmes et jeunes des communautés rurales en matière d'état de droit et de techniques de résolution de conflits. Le centre reste engagé dans ce travail, même en cas de crise. Lors de la crise d'Ebola en 2014, le centre et ses partenaires ont travaillé dans les communautés rurales du Libéria pour sensibiliser le public et aider à maintenir la paix. Et pendant cette pandémie COVID-19 en cours, le centre a adapté sa programmation et ses méthodologies, telles que des campagnes radio et SMS et le recours à des chefs de village et des crieurs pour nous permettre de poursuivre notre travail de justice. Par notre travail, nous reconnaissons que les prestataires de services d'autonomisation juridique doivent continuer à s'adapter afin de garantir au mieux que les communautés qui le servent puissent avoir un accès significatif à la justice. Et nous sommes impatients d'appliquer les leçons apprises pendant le sommet à notre propre programmation. Alors maintenant, j'aimerais partager les engagements du Centre Carter en matière d'accès à la justice. Nous nous engageons à poursuivre, d'aider les communautés à répondre à leurs besoins juridiques par le biais de systèmes de justice formels et informels en faisant appel à nos conseillers en justice communautaire, à nos moniteurs de résolution de conflits communautaires et à nos associés juridiques. Nous allons soutenir de solides activités de sensibilisation sur l'accès à la justice pour les communautés et les parties prenantes dans tous les Libéria. Et nous allons fournir un soutien technique au gouvernement du Libéria dans ces projets en cours visant à traiter de manière globale les modes alternatifs de règlement des litiges par le biais d'une politique nationale. Puis, on va rechercher des mécanismes créatifs qui permettront à nos partenaires de renforcer encore leurs capacités et à nous tous de mieux atteindre tous les Libériens en assurant un accès équitable à la justice. Nous restons également attachés à cette nouvelle communauté de pratiques et partager nos expériences et élargir notre programmation. J'attends avec impatience de connaître vos engagements à assurer la justice pour tous en Afrique de l'Ouest, à examiner le document final du sommet et à participer à une future conférence suivie lorsqu'il sera possible de le faire à nouveau en toute sécurité. En conclusion, merci pour tous pour vos riches contributions à ce sommet. Le Centre Carter est honoré d'avoir participé tout au long de la manifestation et nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement. Un grand merci.
pour nous parler des engagements. Et maintenant, je suis ravie de présenter Abigail Moy, directrice du Legal Empowerment Network. Non seulement parce qu'elle est une collègue formidable, mais aussi parce que je connais de première main les intéressantes discussions internes que nous avons tenues concernant l'Afrique de l'Ouest et la façon dont nous pouvons, en tant que réseau, contribuer au programme régional du justice. Abi, la parole est à vous. Merci, c'est un honneur d'être ici. Le pays d'Afrique occidentale où j'ai passé le plus de temps est la Sierra Leone. Donc, à tous mes frères et sœurs de Salon, je dis Kusheo Dibodi. Aux autres, je dirais simplement bonjour et bonsoir. Je suis ici pour représenter l'équipe de Namati qui convoque le Legal Empowerment Network. Juste un rapide vote à main levée. Si vous pouvez appuyer sur le bouton de réaction au bas de votre écran, combien de personnes qui sont en ligne en ce moment se considèrent comme membres du réseau de l'autonomisation juridique? Je vois qu'Anthony est membre. Et Michael, Mohamed, Fatima, Lorenzo, Tana, Daniel. Fantastique. Je vois qu'il y a une bonne représentation. Pour ceux qui ne connaissent pas notre réseau, je vais mettre un petit lien ici en place pour rejoindre le réseau. Et je vais vous expliquer un peu qui nous sommes et pourquoi on est ici et pourquoi on est tellement enthousiasmé pour faire des progrès. Le Legal Empowerment Network est la plus grande communauté de défenseurs de la justice de base dans le monde. Le réseau rassemble plus de 2300 organisations de la société civile et 9000 individus de 170 pays. Namati est l'animateur du réseau. Considérez-nous comme un membre particulièrement actif qui assume de nombreuses fonctions de secrétariat. Notre objectif à travers le réseau est de cultiver un mouvement mondial capable de s'attaquer collectivement aux plus grands défis de notre temps en matière de justice. Alors, diapositive suivante. On n'est pas encore prêt pour la diapositive suivante. Alors, comment est-ce que ce réseau fonctionne-t-il? Tout d'abord, nous nous efforçons de construire une solide communauté de pratiques. Et cela implique de cultiver des dirigeants efficaces et engagés, ainsi qu'une adhésion profondément engagée. Deuxièmement, un mouvement a besoin de connaissances et de ressources, et ses membres doivent avoir la capacité de les utiliser efficacement. Nous investissons dans les infrastructures et les possibilités d'apprentissage nécessaires pour développer la capacité de nos membres à faire progresser la justice. Parmi nos principales offres, citons nos cours de leadership, les échanges d'apprentissage, des webinaires éducatifs et d'autres possibilités. Troisièmement, chaque mouvement a un appel à l'action, des objectifs clairs autour desquels les membres veulent orienter leurs énergies. Nous mobilisons nos membres autour de questions qui leur tiennent à cœur. Actuellement, nous nous concentrons sur les défis du financement et de la protection des assistants juridiques et autres défenseurs de la justice de base dans le cadre de notre campagne Justice pour tous. Au cours de l'année à venir, à la demande de nos membres, notre réseau fait un effort particulier pour renforcer la collaboration au niveau régional. Nous sommes en train de mettre en place un groupe d'encre régional qui assume un rôle de premier plan dans l'organisation de l'actif collectif et de l'apprentissage dans leurs régions respectives. Avec des groupes de base de membres actifs, ils élaborent des programmes régionaux d'apprentissage et de défense qui les aident à répondre aux besoins de leur communauté en matière de justice. En Afrique de l'Ouest et de l'Est en particulier, nous espérons cultiver une collaboration régionale plus dynamique qui s'appuie sur les réunions de notre réseau à travers le continent au fil des ans. Moustapha, maintenant, je vais vous montrer une autre diapositive. Je veux aussi savoir s'il y a des gens parmi nous qui faisaient partie de ces événements. Et ici, vous voyez l'une de nos premières réunions en tant que réseau qui s'est tenue à Kampala en 2013. Lors d'un atelier qui a rassemblé les représentants de près de 50 programmes parajuridiques communautaires de plus de 20 pays. Et nous voilà, c'était la première fois qu'autant de responsables de programmes parajuridiques de toute l'Afrique se réunissaient. Les participants ont signé la déclaration de Kampala sur les parajuristes communautaires qui exhorte les gouvernements à renforcer l'accès à la justice et la responsabilité sur tout le continent en exploitant le potentiel des parajuristes communautaires. Levez la main. Je sais que ça fait un bout de temps, mais combien d'entre vous ont participé dans cet événement?
Et je sais que Fatima était là. Il y avait quelques-uns de nous qui étaient présents. Excellent. Et alors, diapositive suivante. Depuis lors, au cours des 5 dernières années, nous avons organisé 4 échanges d'apprentissage africains en Afrique du Sud, en Sierra Leone, en Tanzanie et au Kenya sur les thèmes des droits des femmes, de la terre, de la justice environnementale et des méthodes paralégales. Et puis, diapositive suivante, ici, vous voyez la rencontre entre les membres du réseau en 2019. Diapositive suivante, nous avions aussi des réunions à Nairobi, une à 2019, lorsque les membres du réseau basé à Nairobi ont appris de mieux se connaître et à trouver des moyens pour mieux collaborer. Et puis, en octobre 2019, lors du tout premier sommet national des parajuristes à Abuja, organisé par le Conseil d'aide juridique du Nigeria et de l'initiative d'autonomisation Isawali, qui sont ici aujourd'hui, nous avons organisé une rencontre pour les membres du réseau, anciens et nouveaux, afin d'explorer comment le réseau pourrait mieux répondre à leurs besoins. C'est à Abuja que les graines pour le sommet de cette semaine ont été semées. Les participants et les organisateurs ont imaginé une future réunion qui rassemblerait les perspectives des organisations parajuridiques de toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous voici aujourd'hui en train de clôturer une conférence régionale incroyablement riche et dynamique au beau milieu d'une pandémie, rien de moins. Ce n'était pas un événement présentiel que nous avions espéré, mais ce fut néanmoins une expérience extraordinaire. Maintenant, nos yeux se tournent vers l'avenir. Je suis impatiente de voir ce qui ressortira de ce sommet et du document final qui sera bientôt dévoilé. De notre côté, nous, l'équipe de Namati, qui convoque le Legal Empowerment Network, nous pouvons nous engager sur un certain nombre de choses. Tout d'abord, nous nous engageons à travailler avec les organisations d'autonomisation juridique en Afrique de l'Ouest pour renforcer un solide réseau régional de pairs en utilisant nos diverses plateformes d'apprentissage et de partage. Nous cultiverons un groupe de base actif d'organisations parajuridiques d'Afrique de l'Ouest au sein du réseau qui se connecteront régulièrement pour explorer les possibilités de collaboration et de connexion. Deuxièmement, nous soutiendrons les organisations de base d'Afrique de l'Ouest en approfondissant de manière significative l'impact, la durabilité ou la qualité de leur travail d'autonomisation juridique. Chaque année, nous concevons et organiserons des événements d'apprentissage de haute qualité qui aideront les membres à explorer des solutions pratiques à des défis concrets. Nous mettons l'accent sur l'apprentissage entre pairs, tirerons parti des technologies d'apprentissage en ligne et offrirons des possibilités d'échange d'apprentissage. Troisièmement, nous travaillerons avec les membres du réseau ouest africain pour saisir les opportunités régionales de transformer l'environnement politique en vue d'une autonomisation juridique. Nous inviterons les acteurs du secteur de la justice et d'autres alliés de toute la région à coopérer et nous plaiderons collectivement en faveur de la justice pour nos communautés. Au cours du mois prochain, nous convoquerons notre comité d'orientation du réseau afin d'affiner notre stratégie et nos grandes priorités pour les années à venir. Nous accueillerons un représentant de ce sommet pour participer à cette discussion virtuellement, plus en personne. Ce n'est pas possible. Alors maintenant, dernière diapositive. Et nous vous invitons aussi chaleureusement à contribuer aux délibérations en soumettant vos idées et suggestions sur notre forum de discussion en ligne à ce lien. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez vous inscrire ici. L'inscription ne prend que quelques minutes pour accéder au forum de discussion et y poster donc des messages. Vous pouvez le faire. Et pour ceux d'entre vous qui parlent français, n'hésitez pas à écrire et à communiquer dans votre langue maternelle. Nous travaillons à développer nos fonctions multilingues et de traduction sur toutes nos plateformes. Mais en attendant, des traducteurs en ligne comme Google nous permettront à communiquer. J'attends avec impatience vos idées et vos recommandations. Ensemble, nous allons construire une communauté régionale plus forte autour de l'autonomisation juridique en Afrique de l'Ouest, apprendre les uns des autres et collaborer de manière à faire progresser la justice pour toutes nos communautés. Je vous remercie.
Merci, Abby, de ces détails sur votre engagement pour l'autonomisation juridique en Afrique de l'Ouest. Nous avons un très bon début concernant nos priorités. C'est un honneur de vous présenter Simeon Koroma. Simeon a fondé TIMAC pour la justice, une organisation pionnière en Sierra Leone qui offre des services de justice à travers les parajuristes communautaires. Il a aussi commencé la campagne pour la reconnaissance formelle des parajuristes en Sierra Leone et servi comme membre du Conseil d'aide juridique inaugural. Il est aussi le cofondateur du Centre africain pour l'excellence à l'accès de la justice, un réseau sur tout le continent pour les OSC qui travaillent pour promouvoir l'accès à la justice pour les pauvres et les marginalisés. Vraiment des solutions communautaires. Merci à tous et bon après-midi à tous. Je suis honorée de faire partie de cette conversation si importante. Je voudrais remercier les organisateurs du réseau de l'autonomisation juridique, le CY, l'initiative de la justice et aussi le Centre Carter, la collection de tous et le partenariat des gouvernements ouverts d'avoir mis en place un sommet si excellent vu les circonstances actuelles. Aujourd'hui, je représente le Centre africain de l'excellence à l'accès à la justice. Comme Amy a dit, c'est un réseau qui, sur tout le continent de l'Afrique, des organisations qui travaillent pour la promotion de l'accès à la justice, des droits de la personne, et non seulement pour les individus et pour l'état de droit d'eux-mêmes. Et vu le thème de la séance de clôture aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous et le centre notre engagement pour l'Afrique de l'Ouest. Pour résumer, le centre africain voudrait s'engage vraiment pour le développement et l'adoption de mécanismes juridiques et autres qui puissent promouvoir et faciliter les solutions judiciaires communautaires qui soient accessibles et abordables à la fois. Il y a 3 ans, en août 2017, pendant 3 jours dans la capitale de Kigali, le Centre africain a lancé comme organisation pan-africaine. Et puis, l'idée à l'époque, c'était de reconnaître les difficultés les luttes de la justice sociale, mais continuer les pratiques qui encouragent une vision de la société qui soutient la justice et la dignité pour tous. À Kigali, un des objectifs principaux de la conférence était vraiment de promouvoir la collaboration entre les judiciaires dans nos pays différents en Afrique et des acteurs tels que les parajuristes communautaires de base locale. Et on espérait utiliser cette collaboration comme un essor vers une reconnaissance officielle des parajuristes sur le continent africain. 3 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, le besoin de cet engagement pour la justice, surtout sur le continent, est encore plus urgent. Et c'est pour cela que ce sommet ne peut être qu'une bonne chose pour les praticiens et aussi pour la justice elle-même et pour tous les peuples qui ne sont pas nécessairement pauvres, mais vulnérables. Alors aujourd'hui, je vois cela comme une opportunité de renouveler cet engagement non seulement pour l'Afrique en tant que continent, mais aussi pour la région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, en termes concrets, l'engagement que nous prenons aujourd'hui pour l'adoption de ces mécanismes juridiques qui puissent promouvoir l'accès et aussi promouvoir l'utilisation des parajuristes, ceci pourra être réalisé
en se penchant sur 4 priorités clés sur l'Afrique de l'Ouest. Alors, premièrement, l'adhérence. Nous aimerions que nous engager à accroître les adhérents au Centre africain des organisations de l'Afrique de l'Ouest. Les organisations de l'Afrique de l'Ouest, un quart de nos membres proviennent de l'Afrique de l'Ouest et notre plan, c'est qu'en 5 ans, nous aurons au moins une organisation provenant de chaque pays africain qui sera membre de notre organisation. Le centre, déjà, comprend les organisations primordiales sur le continent qui ont déjà vu prouver leur succès et en Afrique de l'Ouest et qui font partie de la communauté des leaders qui cherchent des solutions locales, surtout dans le travail de l'autonomisation juridique sur le continent. Alors, une seconde priorité, déjà, c'est la collaboration. On collabore avec les universités de l'Afrique, du Cape, de la Malawi, du Sierra Leone. On travaille avec ces universités-là. Le Centre africain est impliqué dans les recherches, la documentation des activités en Afrique de l'Ouest, aussi bien que les recherches sur la documentation des meilleures pratiques. Alors, nous continuons notre engagement comme étant pour nous, pour l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, c'est le plaidoyer. Nous voulons continuer notre travail du plaidoyer pour reconnaître les parajuristes, reconnaître leur participation sur le continent et cela va inclure le travail avec les judiciaires, les systèmes judiciaires que nous avons commencé à Kigali il y a 3 ans. Et puis finalement, nous voulons entreprendre des échanges, le renforcement des capacités, les formations, parce que nous croyons que la communauté de ces pratiques s'étend encore plus lorsque les organisations d'une région apprennent des organisations d'une autre région. Et ça, c'est une opportunité que ce centre africain peut vous fournir. C'est un plan très ambitieux. Nous espérons que le besoin de la justice pour tous, la reconnaissance et la participation des parajuristes en tant qu'acteurs de la justice est un plan courageux et robuste. Et c'est là où le centre africain peut assurer à tout le monde notre engagement à la justice et de travailler avec des organisations semblables pour que nous puissions tous ensemble combler les creux sur le continent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Simeon, d'avoir partagé ces commentaires, ces priorités formidables sur le continent, surtout pour l'Afrique de l'Ouest. Dernier partenaire, s'il vous plaît, c'est un privilège de vous présenter le directeur exécutif sur l'initiative du gouvernement ouvert au CIWA. Mercredi, nous avions Nancy Sesay qui nous a parlé. Hier, nous avons aussi été impressionnés par la collaboration entre OSIWA et aussi le soutien de d'autres au Guinée. On est ravis d'entendre vos priorités de OSIWA. Aïcha, à vous la parole et bienvenue. Merci, Amy. Est-ce que vous m'entendez tous clairement? Je sais que le son n'a pas toujours été correct. C'est difficile de présenter en dernier parce que tout a été dit presque, y inclut provenant des donateurs, y inclut comme le Carter Center. Alors, je vais juste prendre 2 minutes pour dire que oui, je suis d'accord avec tout le monde et tout ce qui a été dit. Mais maintenant, je voudrais vous parler. Il y a des gens qui n'ont pas pu participer dans tous les appels, tous les webinaires. Alors, je vais vous parler de notre travail. Depuis quelques années, nous avons passé 17 ans dans cet espace, spécifiquement concernant nos engagements et
et l'autonomisation juridique depuis 4 ans en Sierra Leone en particulier. Sierra Leone était un des 10 pays avec la fondation de la Société ouverte avait choisi comme étant la pierre angulaire pour mettre en place ces structures. Nous avons dépensé 8 millions de dollars depuis 4 ans. Nous avons été en partenariat avec 20 OSC, d'autres institutions, des cliniques et nos investissements en Sierra Leone. On a aussi, surtout en Sierra Leone, mais aussi Guinée, Sierra Leone, le Nigeria et le Sénégal. Qu'avons-nous appris? J'aimerais vous parler un peu à ce que nous avons réalisé avant de nous parler des engagements que nous prenons. Je voudrais miroiter les choses innovatrices que vous nous avez dit. Nous sommes fiers. Une des choses que nous sommes fiers, c'est de contribuer au renforcement des institutions, de la justice basée, la justice communautaire, l'établissement des conseils d'aide juridique partout. Nous sommes très fiers du travail que nous faisons en renforçant les partenariats, l'accès à la justice, y inclut. Et je sais qu'un des thèmes que nous traitons, c'est le réseautage. C'est la collaboration avec nos partenaires au Sénégal. Nous mettons les gens en contact les uns avec les autres pour que chaque pays peut apprendre l'un de l'autre. Nous aussi, on peut apprendre de leurs leçons acquises. Nous avons fait beaucoup de cela, renforcer les partenariats aussi avec l'Afrique du Sud. Legal Aid Afrique du Sud a aussi soutenu le conseil à Sierra Leone pour l'aide juridique et aussi avec la PNUD et l'UNICEF. Nous sommes très fiers du travail que nous avons entrepris dans le renforcement de capacités, dans le réseautage pour les services communautaires judiciaires. Par exemple, à Sierra Leone, nous avons participé dans une formation au Centre européen de la politique à Budapest, et alors que les parajuristes ont été formés dans le pays. Et on est très fiers de plus. Nous avons investi depuis quelques ans. C'est une coordination améliorée et partage d'informations entre les parties prenantes tous ensemble. Et nous sommes très fiers de cela, travailler avec les partenaires comme l'unité de soutien à la famille, les départements de bien-être social et des leçons apprises qui alimentent notre engagement pour l'avenir à travers la région. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure qu'il nous faut, le financement est si important, il nous faut continuer avec le programme qui a commencé en 2016 et qui finit cette année-ci. Comment faire pour avoir un financement continu? Nous savons que c'est un grand problème dans ce contexte. Ça, c'est une grande question. Il nous faut réfléchir de façon créative, pas seulement seul, mais avec d'autres donateurs, d'autres parties prenantes pour résoudre ce problème. Beaucoup de nos gouvernements ont un financement limité à dépenser sur ce genre de projet, même s'ils connaissent leur importance. Alors, que pouvons-nous faire pour assurer le financement de la justice et l'autonomisation de la justice? Et on l'a dit de maintes fois depuis la semaine, l'importance à l'accès de la justice, et ne pas avoir l'accès de la justice peut mener à la violence et la confusion sociale. Une autre leçon apprise, c'est le contexte joue un rôle très important dans la mise en œuvre, la durabilité des services d'autonomisation juridique. Les pays qui ont ces systèmes en place facilitent les initiatives d'autonomisation juridique. Des pays comme le Sierra Leone a bien fait. Depuis 8 ans, ils ont mis en place un mandat pour fournir une aide judiciaire à tous leurs citoyens. Une des leçons apprises, vous avez besoin d'une volonté politique et comme nous aimons dans la société civile, nous nous incluons comme partie de la société civile. On est très ambitieux vis-à-vis de nos visions pour l'autonomisation juridique, pour les mécanismes nécessaires.
nous sommes prêts à tout faire et nous sommes conscients de tout cela. Nous essayons d'engager les gouvernements parce qu'il faut avoir la volonté politique pour soutenir nos projets. Il nous faut commencer des projets, collaborer et permettre au gouvernement de s'y adhérer aussi. Et comme un des intervenants a dit, comment impliquer le peuple aussi dans ces mécanismes, dans ces structures, pour que c'est les peuples qui puissent vraiment être autonomisés et aider à soutenir ces démarches. Et parmi toutes les leçons apprises depuis quelques années, en particulier, il faut se pencher sur l'équilibre délicat à soutenir des services de justice communautaire et renforcer les capacités de ce faire. On peut renforcer les aspirations, les attentes dans les mécanismes de justice, mais il nous faut aussi construire la capacité pierre par pierre. Une approche équilibrée est une bonne idée. Quelquefois, ça marche à court terme, mais pas toujours à long terme. Parfois, il faut prendre un pas en arrière pour voir comment on peut faire autrement pour aider les communautés. Et puis, c'est un petit peu contre-intuitif, mais j'ai entendu même des accusations quand les gens parlent des donateurs et que leur financement est limité par le temps, mais si une communauté a bénéficié d'un certain financement, il faut voir comment ils peuvent défendre et continuer les démarches. Il est très difficile, malgré le travail que nous faisons avec nos parajuristes et les conseils d'aide juridique. On est conscient du fait que parfois les gens ne se rendent pas compte que même dans ce mécanisme de justice alternative, il y a beaucoup de différences culturelles qui font partie de tout cela. Il faut faire attention non seulement avec vos parajuristes, même que nous savons qu'ils sont nous savons que dans leur pratique, il faut être conscient des difficultés dans les communautés, par exemple, comment les gens approchent le viol et les mariages des enfants. Et ça peut présenter des difficultés dans cette lutte pour la justice, accès à la justice pour les femmes, pour les jeunes filles, pour les enfants et la protection de leurs droits. C'est donc un creux qu'il nous faut combler. Et nous et nos partenaires OSIWA, nous essayons de continuer à nous pencher sur cela, à investir dans ce domaine. Même si les investissements arrivent à la fin, nous allons continuer à travailler sur la question. Dans l'avenir, je pense qu'on va s'engager sur 4 points principaux où nous allons jouer un rôle. Le premier, c'est le plaidoyer, bien sûr. Et sur quoi on va plaidoyer? C'est les choses dont je viens de parler. Nous voulons continuer à faire savoir à tous les parties prenantes de l'importance de la justice alternative, de l'aide judiciaire. C'est beaucoup trop important. On ne peut pas laisser ça au vent et à la discrétion des États et du gouvernement et nos dirigeants. Il nous faut exiger la demande de la justice comme mécanisme de protection parce que s'il y a un manque d'accès à la justice, ça peut être très mal pour les sociétés et les communautés. C'était l'exemple que nous avons reçu. On ne se focalise pas seulement sur le crime des guerres, mais que beaucoup de ces personnes dans cet espace se penche sur les petites choses, mais qui sont très importantes dans la vie des communautés, surtout les communautés pauvres qui ont souffert de la corruption depuis si longtemps. Et c'est les petits crimes dont je parle, les petits délits, on n'en entend pas beaucoup dans la justice transitionnelle. Beaucoup des exemples que vous voyez, on s'axe souvent sur la guerre, l'impact des violences des élections ou malheureusement aujourd'hui les conflits entre les bergers et les agricoles, les fermiers. Et ce genre de délits font une grande différence dans la vie des gens.
Mais il faut se pencher sur les petites choses, là où les gens sont trichés, les escroqueries dans les communautés, le divorce, comment obtenir un divorce de la façon pour que ça puisse protéger les femmes, pour que les femmes aient accès à leurs enfants, des droits sur leurs enfants, et puis le financement vers l'avant. Non seulement de la part du gouvernement et des sociétés civiles et des donateurs tels que nous, mais comment continuer à parler du besoin du financement, surtout le financement qui sort du budget du gouvernement. Nous payons tous des impôts. Comment on peut s'assurer que le gouvernement va investir dans cet espace? Le deuxième engagement que nous avons, c'est de travailler avec les partenaires pour normaliser le plus possible et dans notre système juridique de l'Afrique, dans la mesure du possible. Nous avons des systèmes anglophones, francophones, mais comment faire pour normaliser la formation des parajuristes, pour que nous puissions voir qu'avec le temps, qu'on puisse répondre à nos différences, que ça peut être personnalisé à chaque contexte, mais que ça puisse quand même avoir le même esprit pour que les parajuristes au Libéria vont entendre la même chose que les parajuristes à Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et puis, troisième engagement, c'est d'essayer d'avoir que plus de pays font comme a fait le Sierra Leone, c'est-à-dire un mélange de plaidoyer, de travailler avec les partenaires, les sociétés civiles de ces pays pour faire de ces éléments une chose normale dans le système de justice traditionnel, surtout dans les institutions, et aussi d'obtenir le soutien financier. Puis le dernier engagement, ce serait de soutenir, comme M. Koudou a mentionné tout à l'heure, Okoro Doudou, de nous engager à soutenir des collaborations multi-parties prenantes à travers la région et d'autres communautés au niveau national, régional et communautaire, y compris même entre les continents internationaux, l'Union africaine. Alors, voilà ce que nous sommes prêts à faire. Pour ceux qui ne sont pas familiers à savoir comment nous sommes organisés à Osiwa, le fait que nous n'avons pas peut-être un budget spécifique du réseau Legal Autonomisation juridique, la façon par laquelle on a été conçu mène nos stratégies. Nous avons donc accès à la justice dans les systèmes pénals et droits des minorités. Nous essayons de nous assurer que tout le monde ait accès à la justice dont ils ont besoin, non seulement de pardonner, mais que chaque personne dans chaque communauté puisse se sentir partie prenante. Merci, merci beaucoup. Merci Aïcha. Les participants, quelles sont les priorités et les engagements? À vous la parole. Quels sont vos engagements de justice? Alors, vous voyez les questions sur votre écran et vous pouvez sélectionner le domaine dans lequel vous voulez engager. Ça devrait prendre 2 minutes pour vous de remplir cela.
Thank you. Merci. Alors, les résultats sont là, vous pouvez les voir. La majorité vont s'engager dans le domaine des politiques, c'est-à-dire de transformer l'environnement des politiques pour faire du plaidoyer dans le domaine de l'autonomisation des droits. Ce sommet régional a travaillé avec des organisations au niveau local, mais les organisations de base sont aussi importantes. Et que signifie ce sommet régional pour les parajuristes et la justice de base? Hier, Mohamed Jallow et Michel Lamacaille ont souligné l'importance d'avoir les pieds sur terre, compte tenu des niveaux élevés d'analphabétisme et de l'éloignement de certaines régions de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne voulons laisser personne derrière. Fatima, en tant qu'assistante juridique, que signifie ce sommet pour vous? Merci beaucoup, Amy, pour me donner cette opportunité de vous parler. Moi, je vais commencer avec une citation en Hausai qui dit tout ce qui commence va se terminer un jour. J'étais très enthousiasmée au moment du début du sommet, mais maintenant, je suis encore beaucoup plus heureuse. Et parce que ce sommet a créé une opportunité pour les participants de différentes... les micros pour les participants de différents secteurs formels et informels de toute la région pour se réunir. Et au cours des derniers 5 jours, on a appris beaucoup. On a partagé les leçons de beaucoup de pays, même des pays qui ne se trouvent pas en Afrique. Donc, pour nous, en tant qu'acteurs de base dans la justice, ce que ceci signifie pour nous, ce sommet, c'est parce qu'on espère de pouvoir appliquer les leçons des différents pays de la région qu'on a appris. Et on espère que toutes ces leçons vont être traduites sur le terrain pour améliorer les services qu'on fournit aux communautés de base. Puis, deuxièmement, on espère de voir que l'autonomisation juridique sera au cœur de l'ordre du jour des ODD. Et c'est très important pour nous que les communautés de base aient accès à la justice. Comme vous l'avez entendu cette semaine, ceci nous donne bien sûr aussi l'opportunité pour la collaboration. J'étais tellement heureuse quand Abby a présenté. En 2012, moi, j'avais la possibilité d'être en Ouganda. Et j'étais aussi à Abuja. C'était un rêve pour moi. C'était une petite idée que j'avais. Et puis maintenant, on a vu que ce sommet énorme a été organisé où beaucoup de nous discutent de la justice et comment on peut garantir l'accès à tout le monde de la région de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'est pour nous une grande opportunité et nous allons continuer ce discours. Et on va travailler avec le Legal Empowerment Network, NAMATI, et on va voir davantage d'acteurs et d'engagement et de collaboration entre les secteurs formels et informels dans la région entière. De surcroît, juste comme l'intervenant avant, Aïcha, parlait des engagements, on espère de voir plus d'engagement, plus d'investissement venant des donateurs, des communautés de donateurs pour faciliter l'engagement dans les secteurs formels et informels en Afrique de l'Ouest, qui fait la promotion de la justice des communautés de base. Et on espère qu'il y aura plus de gouvernements de la région qui vont également investir dans les centres de justice parce que comme ça, le système peut rendre la justice accessible à tous.
On voudrait voir qu'à cause de ce sommet, que ce meilleur environnement, cet environnement propice pour le travail des parajuristes, que cela fera une différence. Et puis, dernièrement, je voudrais dire que ce sommet valide le rôle de l'autonomisation juridique comme solution, comme la solution pour atteindre ODD 16. Et au cœur de cette solution, il y a le travail des parajuristes communautaires et le travail que ces gens-là font. Donc, il s'agit d'une opportunité pour tous les gouvernements de la région en Afrique pour se pencher sur le modèle partagé, modèle de la Sierra Leone et des autres pays. Parce que ça devrait, le 16, l'objectif 16 se penche sur la corruption, sur les services, sur l'accès de la justice, vraiment, parce que sans tout cela, on ne peut pas atteindre les autres objectifs qui ont été énumérés. Alors, lorsqu'on peut atteindre ODD 16, alors on peut également atteindre les autres objectifs. Et dans tout cela, au cœur de cela est le travail des parajuristes. Ici, le moment est venu de remercier tout le monde qui nous a rejoints, les praticiens de la communauté qui étaient, je l'appelle les officiers, les fonctionnaires des gouvernements, également le conseil du juridique du Nigeria. Ça veut dire qu'il crée des opportunités pour nous, pour avancer et pour continuer ce discours et cette conversation. Pour nous, en tant que communauté d'acteurs de justice communautaire, cela veut dire que nous pouvons aller au-delà du sommet avec ce discours. Un grand merci, Amy. Merci, Fatima. Fatima, est-ce que vous pouvez vous mettre en sourdine? Merci. Merci pour cette fabuleuse présentation. Et maintenant, mesdames, messieurs, le moment que nous attendions tous, le document final. C'est le fruit de nos discussions de cette semaine et qui reflète nos aspirations collectives en matière de justice pour l'Afrique de l'Ouest. Ce document sera présenté par Amina Anga, secrétaire exécutif de l'initiative Isawali Empowerment. Bonjour à tout le monde. Je ne peux pas croire qu'on est arrivé à la fin de ce sommet, parce que ça a pris des mois de préparation, ce sommet. Oh, désolé, la communication est interrompue. Alors, quel est maintenant le document final de ce sommet pour appuyer les praticiens juridiques pour faire avancer la justice pour tous en Afrique? Le document final sera envoyé à tous les participants le lundi 12 octobre en anglais et en français après la clôture de ce sommet et restera ouvert pour vos commentaires et vos engagements de tous jusqu'au lundi, le 19 octobre. Nous, les participants du sommet virtuel sur l'autonomisation juridique en Afrique de l'Ouest, nous sommes réunis virtuellement du 5 au 9 octobre 2020 pour entamer une conversation régionale sur l'autonomisation juridique afin de discuter des défis communs et de réaliser nos aspirations collectives à faire de l'accès à la justice une réalité pour tous. Le sommet a eu lieu avec pour toile de fond la pandémie mondiale de la COVID-19 et qui continue de présenter des obstacles uniques qui menacent de creuser les écarts de justice dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cependant, les premières réponses à la crise
souligne la résilience des organisations et des praticiens de l'autonomisation juridique dans les adaptations pour fournir des services de justice communautaire permanents ont été mises en évidence tout au long de la semaine. Les participants au sommet ont partagé des expériences, des solutions innovantes, des défis communs et des bonnes pratiques issues de projets d'autonomisation juridique dans la région. Nous prévoyons que le sommet permettra d'atteindre les objectifs suivants. Accroître l'engagement entre les communautés judiciaires locales et nationales chargées de concevoir des politiques adaptées aux besoins des citoyens. Servir de point de départ pour le développement d'un réseau de parajuristes communautaires et aider les acteurs et les organisations de l'autonomisation juridique à harmoniser les priorités politiques axées sur les parajuristes et l'aide juridique. Sur la base des travaux du sommet, nous adoptons par la présente la déclaration, l'appel à l'action et les engagements suivants pour renforcer le soutien aux prestataires de services juridiques et aux parajuristes communautaires de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a plus de son. L'interprète vient de traduire ce qu'elle voit sur la diapositive. Il n'y a plus de son. Malheureusement, Lamine a. Désolé, on a perdu le son. Hello, can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Okay. So, in order to help inspire you to make pour vous inspirer à faire des engagements audacieux, pour investir dans des engagements investis et centrés sur les peuples de la région. S'il vous plaît, mettez vos commentaires dans la salle de bavardage. Et aussi, gardez en tête les priorités régionales. Ce document va être également téléchargé dans la salle de bavardage, dans le chat, comme ça vous pouvez le lire. I believe the document is now in the chat box. Alors maintenant, vous pouvez lire ce document dans le chat. Quel sommet, quel résultat! Merci d'en avoir fait une réalité et pour votre dévouement à la justice en Afrique de l'Ouest. J'espère que nous pourrons nous rencontrer en personne lorsqu'il sera possible de le faire en toute sécurité.
et que nous verrons les progrès que nous aurons réalisés dans le cadre de notre programme de justice collective. Une dernière requête, veuillez allumer vos vidéos. Je vais tous nous mettre en sourdine afin que nous puissions tous applaudir d'où que nous soyons. Wow, nice. I had children.